y a d'autres... Oui, Monsieur le député de Jean Lesage, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Je suis content de venir ici parler au sujet du projet de loi 9, projet de loi qui étend notamment l'interdiction des signes religieux à beaucoup plus de domaines qu'il ne l'avait déjà été interdit, sans faire la liste complète de toutes les mesures qui amènent ce projet de loi-là. J'annonce tout de suite, nous allons voter contre le principe, nous allons voter contre à toutes les étapes de ce projet de loi. C'est un projet de loi qui fait reculer les droits, notamment les droits des femmes au Québec, encore une fois, dans une espèce de malentendu sur ce qu'est la laïcité, sur ce que devrait être la laïcité. Tout le monde qui s'oppose à ce projet de loi-là est venu témoigner en disant « Nous sommes pour la laïcité, contre ce projet de loi ». Ce projet de loi-là attaque la laïcité. Peut-être que ça vaudrait la peine qu'elle soit de temps en temps définie, la laïcité. La laïcité, c'est la neutralité de l'État vis-à-vis des religions. C'est l'indépendance entre les deux. Ça sert à garantir que les décisions politiques ne sont pas prises en fonction de considérations religieuses. Mais la façon dont la CAQ instrumentalise le concept de laïcité pour aller nier les droits des personnes, c'est même contre la laïcité. La laïcité, c'est la neutralité, c'est l'idée que l'État va ni favoriser ni défavoriser les croyantes et les croyants d'une religion en particulier. Dans le cas du projet de loi 9, qui suit le projet de loi 94, qui suit le projet de loi 21, ce sont des lois qui discriminent clairement. Ce sont des lois qui portent des atteintes démesurées et disproportionnées à certaines religions, notamment des religions qui sont au Québec minoritaires et dont certains des pratiquants portent des signes religieux. Évidemment, ça n'atteint pas les chrétiens de façon générale. Quelques personnes pratiquantes ou au sein de l'Église portent des signes religieux, mais c'est quelque chose qui ne se compare pas au phénomène dans les autres religions. Alors, c'est une loi, en fait, qui attaque la laïcité de l'État, même si elle en porte le nom. C'est une loi qui, d'une part, repose a monté en épingle des anecdotes pour créer une espèce de faux problème et amener une solution législative disproportionnée qui fait reculer les droits. Une loi qui est discriminatoire, échafaudée en fait, sur des préjugés envers ce que ça signifie de porter un signe religieux, notamment envers le voile porté par une femme de confession musulmane. Et c'est une loi qui a quelque chose de paternaliste et antiféministe. Et je ne sors pas ça de nulle part. C'est quelque chose qui a fait l'objet d'échanges, notamment lors des audiences publiques. Puis j'ai développé sur ce point-là qui me semble être le malentendu philosophique fondamental au cœur de la notion de laïcité. Dans l'optique des personnes qui veulent interdire le port de signes religieux, il y a cette idée que nécessairement une femme musulmane, disons, qui porte le voile, il y a cette idée ce préjugé que ce port-là du voile est une oppression en soi, qu'elle le fait sous la contrainte et qu'elle le fait dans une intention ou au moins que ça crée un effet de prosélytisme, que ça crée une pression religieuse et tout ça est complètement faux. Ce qui m'amène à penser ça, c'est un des échanges qu'on a eu en études détaillées dans lesquels il y a notamment le ministre, puis aussi une autre députée qui était présente côté gouvernemental et qui demandait aux personnes qui venaient témoigner, ne pensez-vous pas que s'il y a une femme, par exemple, qui est obligée de porter le voile, mais qu'elle ne veut pas le porter, puis elle est tellement opprimée qu'elle n'ose même pas dire qu'elle ne veut pas le porter, puis quand elle dit qu'elle veut le porter, dans le fond, elle dit pas la vérité parce que elle est sous la contrainte, puis que dans le fond, ne pensez-vous pas que notre loi va la libérer? T'sais, en gros, là, c'était ça l'échange. Puis c'est un préjugé, une façon très paternaliste de voir la liberté des femmes qui est véhiculée depuis très longtemps, depuis notamment les débats entourant la Charte des valeurs, donc il y a à peu près 13 ans au Québec, mais peut-être un peu plus. C'est un préjugé qui a inspiré des lois françaises, notamment sur l'interdiction du hijab et d'autres, notamment dans les milieux scolaires. Et le problème là-dedans, là, c'est que on légifère, on fait reculer la liberté des femmes de s'habiller comme
comme elles le souhaitent, au nom de la liberté des femmes. Et même, des fois, les tenants de cette espèce de vision paternaliste du féminisme vont dire « Non, mais regardez, en Iran, par exemple. » Ah oui, en Iran, le mouvement Femmes, Vie, Liberté, comme si c'était la même chose qui se passait au Québec. On soutient évidemment les revendications des femmes iraniennes, puis pas juste des femmes, d'hommes aussi, qui sont contre l'obligation de porter un voile en Iran. Pourquoi? Parce que c'est une contrainte. Parce qu'on est en train de dire aux femmes comment s'habiller. Mais le contraire de ça, de cette interdiction, de cette contrainte-là aux femmes, ce n'est pas une autre contrainte qui leur interdit de mettre un voile. Le contraire de ça, c'est la liberté de s'habiller comme elles veulent. La revendication des Iraniennes et des Iraniens dans la rue qui contestent leur régime théocratique, autoritaire, dictatorial, ce n'est pas de dire « interdisez le voile », c'est de dire « permettez-nous de nous habiller comme nous voulons ». C'est ça, la liberté. Et c'est la liberté que nous défendons aujourd'hui en nous opposant au projet de loi 9, au projet de loi 94 dans le passé et à son origine, le projet de loi 21. Alors, c'est quelque chose qui est très problématique comme point de vue. Je veux vous dire, faire la liste des personnes et organisations plutôt qui s'opposent au projet de loi 9 parce qu'elles sont extrêmement nombreuses et ça montre à quel point ce projet de loi-là ne fait pas l'unanimité dans la société québécoise. Alors, parmi les intervenants qui demandent le retrait complet du projet de loi, il y a Québec solidaire, évidemment, le Forum musulman canadien, l'Union étudiante du Québec, la Confédération des syndicats nationaux, CSN, l'Association canadienne des libertés civiles. Parmi les personnes et organisations qui s'opposent à l'élargissement de l'interdiction des signes religieux, on rajoute la Centrale des syndicats du Québec, CSQ, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, CDPDJ, Association des garderies privées du Québec, l'AGPQ, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, le Syndicat québécois des employés et employés des services, affilié FTQ, Ma place au travail. Dans les personnes organisations plutôt qui s'opposent aux mesures touchant les milieux municipaux et l'espace public, il y a l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités et le Rassemblement pour la laïcité. Quand vous avez l'UMQ puis la FQM qui sont d'accord là-dessus, ça englobe pas mal toutes les municipalités du Québec. Alors, toutes ces municipalités qui ont vu le ministre aller réagir à un faux problème et dire « voici maintenant comment l'espace public sera laïcisé et en passant, c'est vous qui allez vous occuper de l'administration et des autorisations. » Je veux dire, c'est complètement irréaliste et superflu. Le message unanime, on a déjà les règlements nécessaires pour assurer la bonne circulation dans la rue. Et là, vous nous rajoutez des contraintes bureaucratiques qui, pour des petites municipalités qui ont parfois une demi-direction générale comme employés, c'est quelque chose qui va ajouter à leur surcharge, qui ne les aidera pas et qui ne servira absolument à rien. Parmi les oppositions aux mesures touchant le réseau de l'enseignement supérieur, la Fédération des cégeps, la Fédération québécoise des professeurs et professeurs d'université, le Bureau de coopération interuniversitaire. Parmi les oppositions aux modifications de l'accommodement raisonnable, il y a la CDPDJ, le Barreau du Québec, la Fédération des établissements d'enseignement privés. Alors, ça fait énormément de monde qui s'oppose à ça. Est-ce que j'ai nommé la Ligue des droits et libertés? Ils sont aussi en opposition, évidemment, au projet de loi. Et en fait, ce n'est pas la liste exhaustive des opposants, il y en a plus que ça. C'est juste quelques-uns de ceux qui sont venus témoigner. Donc, c'est une opposition qui est énorme et à laquelle je pense que le gouvernement il devrait être à l'écoute de cette opposition-là importante. Il y a une chose qui est claire, il y a une chose qui n'est pas claire puis une chose qui est claire. Ce qui n'est pas clair, c'est le problème que vient résoudre ce projet de loi-là, parce que ce problème-là, à part un ramassis de quelques anecdotes, il n'est pas démontré. Le milieu n'a jamais dit « nous avons besoin que le gouvernement légifère là-dessus ». Tout le monde s'entend que le concept d'accommodement raisonnable peut, et les lois actuelles de toutes sortes, sont suffisantes pour régler les conflits qu'il peut y avoir autour, par exemple, de toute la question des considérations religieuses.
Ce qui est documenté, par exemple, ce sont les impacts négatifs de la loi 21, que la loi 9, le projet de loi 9, ne pourrait que pousser encore plus loin. Alors, je vais vous faire la liste des choses qui sont vraiment documentées et qui vont forcément être accentuées par ce projet de loi-là. D'abord, il y a l'exclusion et le sentiment d'aliénation. L'application de la loi crée un sentiment profond d'exclusion sociale. 88 % des femmes musulmanes percevant désormais le Québec comme un environnement moins accueillant. Et ça, c'est un résumé des impacts de la loi 21 tiré d'études qui ont été citées par la Ligue des droits et libertés. Deuxième impact professionnel dévastateur. Les interdictions forcent de nombreuses femmes à choisir entre leur foi et leur carrière, ce qui entraîne des pertes d'emploi et limite l'accès à des secteurs clés comme l'enseignement ou la petite enfance. Augmentation de la stigmatisation et du racisme. Les sources font état d'une détérioration du climat social. 54 % des Québécoises musulmanes affirmant avoir subi des propos racistes en milieu de travail depuis l'adoption de ces mesures. Désengagement et exode potentiel. La loi nuit aux aspirations professionnelles, poussant plus de 70 % des femmes sondées à envisager de quitter le Québec pour exercer leur métier sans contrainte religieuse. Atteinte paradoxale à l'égalité. Bien que la loi invoque l'égalité des genres, elle nuit de manière disproportionnée à l'autonomie des femmes musulmanes en restreignant leur participation pleine et entière à la vie publique et économique. Alors, ça, là, c'est des choses qui sont documentées. Ça, c'est les impacts que nous savons que va avoir le projet de loi 9, parce que ce sont des impacts qui ont été vus suite au projet de loi 21. Parmi les autres impacts qu'on redoute, il y a notamment les pénuries de personnel qui sont déjà très fortes au Québec dans les services publics, mais qui vont être accentuées par le projet de loi 9, notamment dans le secteur de la petite enfance. Ça n'a aucun bon sens. À ce moment-ci, alors qu'il manque plus de 30 000 places pour des enfants au Québec dans le milieu de la petite enfance, alors qu'il manque plus de 30 000 places, qu'ils ont de la misère à recruter, certaines installations ont de la misère à avoir le nombre suffisant d'éducatrices qui sont qualifiées. Il y en a qui partent. Et puis là, on va dire, il y en a plein là-dedans, des femmes qui portent le voile dans certaines régions du Québec plus que d'autres. Et là, on est en train de dire, nous allons limiter votre recrutement. C'est ça qui est en train de se passer. Nous allons rendre ça encore plus difficile. Encore plus difficile. Ça veut dire non seulement ces femmes-là ne pourront pas travailler, alors on limite le droit de femmes musulmanes à travailler, mais en plus, après ça, c'est que pour chaque femme musulmane qui ne travaillera plus ou qui n'ira pas travailler là, c'est 6 à 7 places d'enfants de moins dans le réseau. Alors, c'est potentiellement 3 à 6 femmes musulmanes ou non musulmanes, mais majoritairement non musulmanes, étant donné la composition de la démographie québécoise, qui vont devoir rester à la maison, qui vont devoir sacrifier une partie de leur carrière pour ça. Puis pourquoi je dis ça particulièrement pour les femmes? Parce que malheureusement, c'est ce qui est observé le plus souvent. C'est plus rare que l'homme fasse ces sacrifices-là dans l'état actuel des choses. Alors là, l'impact va être disproportionné. Mais on dirait que le gouvernement se dit, ça me dérange moins. Ça dérange moins de renvoyer des femmes à la maison, musulmanes, non musulmanes, tout en ça, c'est moins grave qu'il y en ait une couple qui porte des signes religieux. C'est quand même grave. Un instant, Monsieur le député. Monsieur le leader adjoint, je voudrais vous entendre, s'il vous plaît. Madame la présidente, j'en ai laissé passer quelques-unes, là, mais actuellement, là, ça dépasse la limite. On prête des intentions au ministre, on prête des intentions au gouvernement. Merci. Monsieur le député, effectivement, s'il vous plaît, veuillez faire attention à vos propos et continuez votre énoncé. Merci, Madame la présidente. Alors, c'est quelque chose qui va avoir des conséquences énormes. Et ces conséquences-là n'ont pas été mesurées par le gouvernement. Normalement, là, le gouvernement, quand il fait une loi spécifiquement dont on peut soupçonner, dont tout le monde soupçonne qu'elle aura des effets disproportionnés sur les droits des femmes, il doit faire une analyse différenciée selon les sexes, une ADS ou une ADS+. C'est le Conseil du Trésor qui est supposé superviser ça. Y en a-t-il eu une analyse de l'impact du projet de loi 9? Clairement pas. C'est quelque chose qui, donc, en rupture avec la façon dont le processus législatif doit se tenir. Évidemment, nous, on espère que le gouvernement va le faire, même s'il est trop tard. Il pourrait toujours le faire une fois le projet de loi déposé. Mais j'ai le sentiment, l'impression
que ça ne va pas l'intéresser de le faire. Sinon, il l'aurait fait. C'est ce qu'on peut supposer des actions qui sont posées et de celles qui ne sont pas posées. Alors, il va y avoir des bris de service dans le milieu de la petite enfance. Il va y avoir une pénurie de personnel accentuée. Plus de femmes de toutes les origines vont devoir rester à la maison. C'est ça qu'on peut voir. Je me rappelle, il y a un an, peut-être un an et demi, l'ancienne ministre de la Famille qui disait justement, on lui demandait au moment de la loi 94, mais là, est-ce que ça va s'étendre au CPE? Puis elle disait, je ne sais pas comment je vais être capable de combler les places dans le réseau si on applique ça au CPE. C'est sûr que non. Puis là, qu'est-ce qu'on voit quelques mois plus tard? Ben, c'est ça qui se passe, à la demande de absolument personne. Donc, c'est très grave ce qui se passe avec ce projet de loi-là. On va s'y opposer jusqu'au bout. Et c'est un projet de loi qui confond justement la neutralité religieuse avec une forme de, je ne sais pas si peut-être que ça va trop loin, une forme d'hostilité générale par rapport au phénomène religieux. On confond la neutralité de l'État vis-à-vis des religions à des mesures qui vont finalement faire s'effacer le phénomène religieux. Ce que la laïcité de l'État doit protéger, c'est la liberté de religion, mais pas en dessous, mais aux racines de la liberté de religion. À sa racine même, il y a la liberté de conscience, qui protège aussi les personnes qui n'ont pas de religion. Et même les personnes qui n'ont pas de religion, qui n'ont pas de confession religieuse, nous avons toutes et tous des croyances. Et nous avons le droit d'avoir ces croyances-là. Et ces droits-là doivent être protégés le plus possible. Évidemment que toute liberté a ses contraintes. Évidemment que les choses qui n'ont pas d'allure n'ont pas d'allure. Évidemment, puis c'est à ça que ça sert justement l'accommodement raisonnable. Ça sert à ce qu'un tiers indépendant du gouvernement puisse évaluer au cas par cas si telle ou telle demande, si tel ou tel comportement respecte les droits et libertés, mais aussi la laïcité de l'État. Mais là, le gouvernement, avec ce genre de projet de loi, mis à l'abri des tribunaux par les dispositions de dérogation, le gouvernement se fait juge et partie. Dis-moi, je dis que la laïcité, c'est ça, puis je dis que ça respecte les droits, et puis personne ne va pouvoir vérifier. Bien, ça, c'est très problématique dans un État de droit, c'est très problématique dans une démocratie, ça ne respecte pas la séparation des pouvoirs, et nous nous opposons fortement à l'application de la clause dérogatoire à toutes ces lois sur la laïcité. Pas à la clause dérogatoire en soi, pas dans toutes ses applications historiques, notamment dans l'histoire de la loi 101, mais dans la question ici des lois sur la laïcité, il y a un abus d'utilisation de la clause dérogatoire. Nous aurons l'occasion de continuer ce débat, évidemment. C'est quand même difficile de penser que le ministre ou le gouvernement pourrait changer d'idée, même si nous allons l'espérer très fort. Mais j'aimerais, en terminant, remercier toutes les personnes qui sont venues témoigner et qui font ce travail-là d'analyse et de pédagogie et de dénonciation et de mobilisation, notamment sur le projet de loi 9, mais ce sont souvent les mêmes aussi qui se sont mobilisés pour les projets de loi 94 et pour les projets de loi 21. Et je vous encourage à continuer et à avoir espoir. J'ai bon espoir que ces lois-là qui attaquent les droits et libertés et qui mettent en veilleuse la Charte, notamment québécoise des droits de la personne, ce sont des lois qui font leur passage dans l'histoire législative du Québec, mais qui un jour seront battues, seront changées, et que nous allons retrouver cet état de droit auquel nous sommes si attachés. Je rappelle pour l'histoire, et c'est pour moi l'objet d'une grande fierté, l'idée que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne soit arrivée historiquement avant la Charte canadienne des droits et libertés. Ça montre que le Québec a été, à une époque formidable, vers, disons, la fin de la Révolution tranquille, dépendamment de la date à laquelle on dit que ça finit, mais un leader au niveau mondial de la protection des droits. Et clairement, depuis 7-8 ans, nous sommes dans un moment de recul historique. Mais j'ai bon espoir que nous allons revenir à cette identité que nous avons, à cette spécificité, à cette chose qui a fait de nous une société distincte et qui fera de nous une société distincte dans le futur. Alors ne perdons pas espoir, gardons espoir. Ces lois-là, elles ne sont que temporaires, elles sont de passage dans notre paysage législatif.
Il y aura toujours des gens pour s'y opposer et je pense que cette opposition-là va croître plus nous allons constater dans tous les domaines les effets dévastateurs que ça a. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député.